Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Dessiner la nature. Je suis Florian et dans cet épisode, je vous propose de découvrir une activité qui n'est pas encore très connue en France et qui mélange observation, découverte de la nature et dessin. Cette activité, c'est le nature journaling. Alors, qu'est-ce que c'est exactement, en quoi ça consiste et comment faire en pratique? C'est ce que je vous propose de voir tout de suite. En fait, quand j'ai découvert cette pratique, honnêtement, je suis un peu passé à côté. Ça me semblait compliqué et je voyais pas vraiment l'intérêt. Pour expliquer la logique du nature journaling, on pourrait partir d'un constat tout simple. Ça semble plutôt logique que pour retenir le contenu d'un cours, d'une présentation ou de n'importe quel autre contenu qui nous intéresse, il faut prendre des notes. Sinon, on n'a aucune trace et avec le temps, on finit par oublier. Et bien en fait, c'est la même chose pour la nature. Si vous faites une observation, une découverte, tout seul ou pendant une sortie nature à laquelle vous avez participé, mais que vous n'avez pas de trace écrite, et ben vous finirez par oublier. Un autre aspect du nature journaling, c'est le côté journaling justement. Alors en général, quand on pose quelque chose par écrit sur le papier, c'est beaucoup plus facile de réfléchir, de clarifier ses pensées, d'approfondir ses questionnements. Et c'est le principe du journaling. Donc l'idée du nature journaling, ça va être de noter ses observations nature dans un journal dédié avec différents moyens. On peut utiliser des mots, mais aussi des dessins, des croquis, des chiffres. Et le fait de noter ces observations, ça permet de retenir ce qu'on observe, mais aussi de mieux observer. À partir des observations qu'on a notées, on peut aussi poser par écrit ses questions et ses réflexions, comme avec le journaling classique, ce qui permet de les clarifier, puis de retourner à ces observations pour y répondre. Et grâce à ça, on peut encore découvrir d'autres choses. Et tout ça, finalement, ça fait qu'on est plus curieux, plus attentif, ça permet aussi de mieux observer et de faire pas mal de découvertes et de les retenir. Et c'est pas juste théorique, hein. C'est vraiment ce que j'ai pu observer en me lançant dans cette activité. Que ce soit le nom des espèces, leurs habitudes, leur comportement, leur mode de vie, les relations qu'elles entretiennent avec leur environnement et avec d'autres êtres vivants, toutes ces choses peuvent être explorées avec le nature journaling. Dernière petite chose qu'on pourrait dire, c'est que c'est un très bon moyen de développer sa créativité et ses compétences visuelles et artistiques. En fait, il y a plein d'approches possibles pour le nature journaling et on peut jouer avec les mots, les dessins, les chiffres, en les associant de manière complètement créative. Bon alors c'est bien tout ça, mais comment on fait en pratique? Je vous propose de faire un petit pas de plus et de voir concrètement comment vous pouvez essayer cette activité. Au niveau du matériel, vous n'aurez vraiment pas besoin de grand-chose. En fait, vous aurez juste besoin d'un carnet et d'un crayon pour démarrer. Vous pouvez bien sûr tester d'autres médias, d'autres techniques, mais voilà. Pour démarrer, vous n'avez pas besoin d'investir dans du matériel coûteux. Vraiment, c'est pas la peine. Au niveau du carnet, pour pouvoir être plus à l'aise et avoir plus de possibilités, de mon côté, je préfère utiliser un carnet avec des feuilles blanches, toutes simples, non lignées. Mais voilà, c'est à vous de voir. Si vous voulez utiliser principalement l'écriture ou principalement le dessin ou un peu des deux, en fonction, vous pourrez partir sur un carnet ligné ou un carnet avec des feuilles toutes blanches. Si vous choisissez un carnet dédié, ce que je vous conseille dans un deuxième temps, 2 points sont vraiment importants à prendre en compte. Le premier, ça va être le format de votre carnet. Trop petit, vous serez limité pour utiliser à la fois des dessins et des mots, mais trop grand, ça va être compliqué de l'emmener sur le terrain et de l'utiliser, et vous risquez de ne pas le faire, concrètement. Pour tester, vous pouvez très bien démarrer avec des feuilles A4 blanches, et essayer donc le format A4, mais aussi d'autres formats en pliant cette feuille. Alors c'est vraiment pour tester, parce que les feuilles volantes, c'est pas du tout conseillé. Vous risquez de les perdre, de ne pas avoir ce côté suivi et trace qu'on cherche dans un journal, ou alors de les jeter parce que vous jugez le résultat un peu trop durement. Donc de mon côté, j'utilise le format A4. C'est un bon compromis, je trouve, entre l'encombrement raisonnable et la place que ça laisse pour jouer avec les mots, les dessins et les chiffres. Le deuxième point à regarder, ça va être l'épaisseur des feuilles. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fonction de l'épaisseur de vos feuilles, vous pourrez utiliser différentes techniques de dessin. Avec des feuilles fines ou moyennes,
par exemple en dessous de 110 grammes par mètre carré, vous ne pourrez utiliser que des techniques dites sèches. Donc ça va être le crayon de papier, le bic, les crayons de couleur. Et au-dessus de 110 grammes par mètre carré, vous pourrez commencer à utiliser des techniques dites humides. Donc le feutre, l'encre, l'aquarelle, etc. Mais 110 grammes, c'est vraiment pas beaucoup, donc vous risquez quand même de voir au travers de la feuille si vous utilisez du feutre par exemple. Donc pour être confortable, le mieux c'est de viser au moins 200 grammes par mètre carré. Voilà pour le matériel. Vraiment, vous n'avez pas besoin d'autre chose pour démarrer. Vous pouvez donc très bien partir avec ce que vous avez déjà, et si cette activité vous plaît, vous pourrez vous faire plaisir en achetant d'autres choses, des crayons de couleur, des feutres, etc. en fonction de vos envies. Pour vraiment que ce podcast soit pratico-pratique, je vous propose maintenant de voir comment vous pouvez utiliser ce carnet nature en 3 étapes simples. La première chose, ça va être simplement de noter vos observations. Bon alors d'accord, dit comme ça c'est un peu vague, parce que bon, dans la nature, il y a quand même pas mal de choses à observer, à noter. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on note? Pour savoir ça, le point le plus important, ça va être l'état d'esprit dans lequel il faut être pour faire cette activité. En fait, on va vraiment chercher à être le plus curieux possible. Donc pour ça, il ne faut pas partir du principe que vous connaissez les choses ou que certaines sont banales et n'ont pas franchement beaucoup d'intérêt. Alors c'est pas forcément évident, mais c'est l'idée, et c'est vraiment essentiel. C'est cet état d'esprit qui va vous permettre d'être curieux, de mieux observer et de faire des découvertes. Le deuxième point super important, ça va être de zoomer sur ce que vous ne connaissez pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si c'est comme moi, en général, quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est vraiment inconfortable. Il y a de l'incertitude et on cherche une explication. Même une explication fausse, à la rigueur, c'est mieux que pas d'explication du tout. Sauf que ce réflexe-là, ça fait qu'on évite ce qu'on ne connaît pas, ou alors on donne une explication rapide, sans vraiment l'observer ou chercher à le comprendre. C'est vraiment l'inverse total de ce que l'on veut ici. On va chercher à être curieux, ouvert, on va chercher à observer et à comprendre. Donc s'il y a quelque chose que vous observez en balade et que vous ne le comprenez pas, eh ben c'est super. On va chercher à s'en rapprocher, à l'observer sans mettre une explication dessus. C'est très important parce que mettre une explication, un nom ou autre chose dessus, ça empêche en quelque sorte de bien observer et d'être curieux. Donc concrètement, vous pouvez aller vers quelque chose qui attire votre attention, que vous trouvez beau ou curieux. Vous pouvez aussi aller vers quelque chose que vous trouvez tout à fait commun et l'observer précisément, et peut-être que vous découvrirez des choses complètement insoupçonnées et surprenantes. Et c'est ça qui est vraiment magique avec cette activité, c'est que vous commencez à voir de l'extraordinaire partout, dans votre quotidien, dans la nature la plus proche de chez vous. Tout devient potentiellement une source de découverte et d'émerveillement. Et vous pouvez garder tous ces trésors dans votre carnet pour les avoir à portée de main à n'importe quel moment. C'est plutôt pas mal. Pour noter vos observations, il y a donc 3 outils possibles qui permettent chacun des choses différentes. Le dessin, les mots et les chiffres. Pour le dessin, l'idée ça va être de l'utiliser comme un outil pour noter vos observations de manière visuelle. Ça peut donc être plutôt des croquis ou des schémas qu'un dessin très abouti. Et justement, penser en termes de croquis et de schémas, ça peut enlever un peu de pression. Parce qu'avec un dessin, tout de suite, on peut se dire « Ah oui, mais moi, je ne sais pas dessiner. J'ai peur de rater, etc. » Et donc, l'idée, c'est vraiment pas de faire un beau dessin, mais un dessin utile. Vous n'avez pas besoin d'avoir appris à dessiner. Alors, si c'est le cas, tant mieux, mais c'est vraiment pas nécessaire. Pour vous faciliter un peu la tâche, vous pouvez donc penser en termes de schémas et de croquis, et vous pouvez aussi, plutôt que de faire un gros dessin, dessiner uniquement un détail du sujet. Ce sera plus simple et plus rapide et vous n'aurez pas besoin de vous occuper de questions de proportion par exemple. Donc, concrètement, pour un oiseau par exemple, vous pouvez faire un petit dessin du bec, un autre de l'aile, un autre de la queue, etc. Et pour un arbre, vous pourriez dessiner une feuille, puis un fruit, etc. Enfin, n'hésitez pas à être créatif, à regarder ce qui se fait ailleurs et à tester plein de choses. Vous pouvez par exemple faire des vues en coupe pour les dessins botaniques, vous pouvez vous inspirer du dessin industriel pour le côté très précis, faire des vues variées, de haut, de côté, vous inspirer de la pensée visuelle avec ses astuces et ses bulles, ses encadrés, ses flèches. Il y a vraiment plein de possibilités. Commencez par voir un style qui vous plaît, par tester ça,
et petit à petit, vous pourrez expérimenter d'autres approches. À la fin de ce podcast, je vous donnerai quelques astuces pour vous inspirer. Voilà pour le dessin. Je vous propose maintenant de continuer avec la deuxième approche, et c'est les mots. Donc là où le dessin est très pratique pour noter rapidement et précisément certaines informations, il y a quand même quelques limites. Et les mots sont parfois plus adaptés et sont aussi très complémentaires. Déjà, vous pouvez noter tout ce qui n'est pas visuel. Un son, une texture, une odeur, voire un goût, même si là vaut mieux être quand même un peu prudent. Une chose très importante que vous pouvez noter avec des mots, c'est la date, l'heure, le lieu, voire la météo. C'est vraiment des informations précieuses que vous pourrez relier à vos observations et faire pas mal de découvertes puisque le vivant change beaucoup en fonction de ces facteurs. Donc vous pouvez utiliser les mots pour raconter une expérience comme vous pourriez le faire dans un journal plus classique. Vous pouvez aussi légender vos dessins ou indiquer des couleurs rapidement. Alors je vais y revenir juste après, mais les mots sont aussi très utiles pour le reste de la démarche de nature journaling. Le troisième et dernier outil que l'on a, c'est les chiffres. Bon, ça ne rappelle pas forcément de bons souvenirs entre les maths et la compta, mais pourtant les chiffres sont vraiment un super moyen de noter pas mal de choses. Vous pouvez noter la taille d'une feuille, d'un arbre, d'un fruit. Vous pouvez noter une échelle pour vous rendre compte de la taille réelle de ce que vous avez observé. Vous pouvez prendre en note le temps, par exemple le temps passé entre deux passages au nid pour un oiseau, qui fera des allers-retours pour nourrir ses petits. Le temps que passe un oiseau comme le cormoran pour pêcher. Vous pouvez noter le nombre d'individus d'une espèce qui serait en groupe. Vous pouvez aussi faire des graphiques pour suivre la croissance d'une plante, par exemple. Toutes ces choses-là, vous ne pouvez les explorer qu'avec des chiffres. Donc voilà pour la première étape où il s'agit de noter ces observations. Mais on peut aller un peu plus loin, et à partir de ces premières observations, faire de nouvelles découvertes en étant un peu plus curieux. Et c'est là que l'outil de journal est vraiment intéressant. Donc cette deuxième étape consiste simplement à se poser des questions. En quelque sorte, on va brainstormer avec soi-même. C'est-à-dire qu'on note, dans un coin de notre feuille, en vrac, comme ça nous vient, toutes les questions qui arrivent à partir de ces observations. On ne cherche pas à y répondre, donc c'est pas grave si certaines restent sans réponse. Simplement, on note tout ce qui vient pour stimuler notre curiosité. C'est dans un deuxième temps uniquement où il s'agira de choisir une ou deux questions, celles que l'on trouve les plus intéressantes et qui ressortent, pour essayer d'y répondre. Alors, d'accord, mais quelles questions on se pose? Quel type de questions on va utiliser? Je vous propose deux approches différentes pour trouver quelques questions à explorer. Alors déjà, on a les 6 questions, qui sont par exemple assez bien connues en journalisme. Donc il s'agit de qui, quand, quoi, où, comment et pourquoi. Donc le qui, c'est par exemple quel est le nom de l'espèce que je suis en train d'observer. Qu'est-ce que je suis en train d'observer? Quand, ça va être par exemple que s'est-il passé juste avant que je fasse cette observation? Que faisait cet animal avant? Que va-t-il faire après? Est-ce que ce que j'observe a un lien avec le moment de la journée ou le moment de l'année où on est? Le quoi, ça peut être qu'est-ce que j'observe comme comportement? Quelle est l'origine de cette petite boule-là que j'observe sur cette feuille? Que fait cet oiseau? Pour le où, on va pouvoir se demander par exemple où vont les insectes en hiver? Quel est le milieu de vie de cette plante? D'où vient cet oiseau? Où va-t-il aller? Pour le comment, ça peut être par exemple comment ce comportement est possible, comment cette plante ou ce papillon passe l'hiver. Et le pourquoi, enfin, ça peut être pourquoi ce comportement, pourquoi ces oiseaux vivent en groupe, pourquoi les fleurs en forêt apparaissent très tôt dans l'année. Voilà pour ces 6 premières questions. Donc il y a un deuxième type de question qui se recoupe un peu avec ce que l'on vient de voir. Il s'agit de regarder du côté de la forme, donc à quoi ça ressemble, pourquoi cette plante ou cet animal a cette forme. Est-ce que c'est une question d'adaptation, de survie, de séduction? La fonction, donc comment ça fonctionne, comment ce comportement est possible, comment s'orientent les oiseaux, comment s'orientent les papillons migrateurs. Les changements, donc que s'est-il passé avant, que va-t-il se passer après, à quel point ce que j'observe a changé. La connexion, quel est le lien entre ce que j'observe et d'autres choses, le lien entre cette espèce et son environnement, de quoi se nourrit cette espèce, quels sont ses prédateurs, est-ce qu'elle entretient des relations bénéfiques avec d'autres espèces comme la pollinisation, la symbiose, etc. Et enfin le pattern,
C'est-à-dire, est-ce que ce que j'observe sur cette plante ou cet animal, je peux l'observer sur un autre individu de la même espèce dans les mêmes conditions? Est-ce qu'il y a un modèle qui se dégage entre différents individus d'une même espèce? Une fois que l'on a écrit toutes les questions qui nous viennent, on peut donc en choisir une ou deux et essayer d'y répondre. Soit on peut y répondre directement en retournant aux observations. Par exemple, une question du type combien de temps passe entre deux allées et venues d'une mésange à son nid. Soit il va falloir faire des hypothèses. Donc par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai observé sur un même hou qui avait des feuilles avec beaucoup de piquants et d'autres qui étaient complètement lisses. Elles avaient pas l'air d'être réparties de la même manière sur l'arbre. Donc la question, c'est pourquoi certaines feuilles ont des piquants et d'autres pas du tout. Donc là, une hypothèse qu'on peut faire, c'est que c'est une question d'adaptation au broutage par les herbivores. Donc dans ce cas, si ça c'est vrai, on peut faire une prédiction. On peut dire, ok, si cette hypothèse est vraie, eh ben normalement, les feuilles lisses devraient plutôt être en hauteur, parce qu'elles seront moins accessibles. Et donc à partir de là, on regarde si cette prédiction est vraie, si ça correspond à ce qu'on peut observer. Et là, c'était vraiment le cas en fait. Les feuilles lisses étaient situées seulement en haut de l'arbre. Donc, eh ben, il y a des chances que ce soit effectivement un moyen de s'adapter au broutage des herbivores. Mais c'est pas forcément la bonne explication. En fait, faute d'une meilleure explication, on va accepter cette hypothèse. Mais voilà, ça reste complètement ouvert. On peut très bien trouver une autre explication, faire une autre hypothèse qui sera meilleure par la suite et remettre en question celle que j'avais faite avant. C'est vraiment pas définitif. Alors la troisième et dernière étape avant de récapituler tout ça, ça va être de faire des liens. En fait, je vais noter la phrase «ça me rappelle» et noter tout ce que ces observations et ces découvertes me rappellent. Donc là aussi, je peux utiliser des mots, des chiffres et des dessins. Et l'idée derrière tout ça, c'est que pour retenir une nouvelle information, on a besoin de lui donner du sens et de la relier à des connaissances qu'on a déjà. Donc ça peut être une observation que j'ai faite à une autre occasion, mais aussi quelque chose qui n'a rien à voir. Donc par exemple, la forme d'un fruit peut me faire penser à un vaisseau dans Star Wars. Et ben dans ce cas, je vais le noter. Ou alors ce nom d'animal, peut-être que ça va me rappeler un animal qui est présent dans le livre ou dans le film Harry Potter ou dans Hunger Games. Pareil, je peux le noter. Ou alors, encore, ce que j'ai observé, ça peut me rappeler simplement une balade que j'ai faite l'année dernière, l'été dernier par exemple, avec des amis. Et voilà. Donc vraiment, on note tout ce que nous rappelle cette observation, peu importe si ça a un lien direct ou non avec ce que je vois maintenant. Voilà, c'était assez dense. Avant de faire un petit récapitulatif de tout ça, comme promis, je vous propose quelques ressources pour vous inspirer, voir concrètement à quoi ça ressemble le nature journaling et voir différentes approches. Donc je vais vous donner quelques noms d'auteurs qui sont anglophones, parce que c'est une pratique qui est quand même beaucoup plus répandue là-bas, aux États-Unis, en Angleterre. Et donc vous pouvez rechercher sur Google c'est les auteurs que je vais vous donner ou sur Instagram, et vous verrez concrètement à quoi ça ressemble. Donc le premier, c'est John Muir Laws. Il a écrit un très bon livre sur le nature journaling, The Laws Guide to Nature Drawing and Journaling, et c'est vraiment une référence. Alors, mon anglais n'est pas hyper bon, donc j'espère que je prononce bien le nom de ces auteurs, mais bon, voilà, je vais faire au mieux. Le deuxième, c'est Marley Peffer. Donc il a une approche simple du dessin, comme un outil. Donc voilà, il utilise plutôt des croquis et des schémas que des dessins très aboutis, donc c'est intéressant aussi de voir cette approche-là. Il y a donc Marley Peffer, P-E-I-F-E-R, Kate Rutter, R-U-T-E-R. Donc elle a une approche vraiment intéressante, je trouve, qui s'inspire beaucoup de la pensée visuelle, avec des flèches, avec des petits dessins simples, ou plus poussés des fois, beaucoup de couleurs, des encadrés, etc. On a aussi Roseanne Hanson, donc Roseanne R-O-S-E-A-2-N, Hanson H-A-N-S-O-N. Donc elle a une approche assez naturaliste, avec pas mal de textes, donc c'est aussi intéressant de voir ça. On a Bethan de Journaling with Nature, donc B-E-T-H-A-N. Donc elle a pas mal d'approches différentes, c'est intéressant. Et comme sujet, elle a beaucoup les plantes communes.
autour de l'agriculture, par exemple, du potager. C'est intéressant aussi. Et le dernier type d'approche, c'est quelque chose de plus artistique sur des sujets botaniques. Donc on a Lara Cole-Gastinger, donc Lara L-A-R-A, Cole C-A-2-L, et Gastinger G-A-S-T-I-N-G-E-R, et Giacomina, avec un G, Ferrigo, donc F-E-2-R-I-2-L-O. Et là on est vraiment sur une approche artistique. Le résultat, c'est vraiment, enfin moi j'aime beaucoup en tout cas. C'est vraiment sympa. Après voilà, c'est une démarche donc plus artistique, qui prend plus de temps et qui demande quand même quelques compétences en dessin. Mais c'est intéressant. Et donc bien sûr, vous pouvez aussi aller sur le blog Dessiner la nature où vous trouverez pas mal de conseils et d'inspiration. Et donc j'ai notamment écrit un guide que vous pouvez retrouver gratuitement un petit peu partout, sur les articles, sur la page d'accueil, dans lequel je parle pas mal de cette approche de nature journaling, et on voit tout ça un petit peu plus en détail. Pour résumer ce que l'on a vu dans cet épisode, nous avons donc exploré ce qu'est le nature journaling et comment cette activité permet de mieux observer, comprendre et retenir vos observations nature. En notant ces observations dans un carnet, que ce soit avec des dessins, des mots ou des chiffres, on développe un regard plus attentif, une meilleure capacité de mémorisation et une plus grande curiosité. Nous avons donc aussi parlé du matériel nécessaire pour démarrer, avec le format et le type de carnet utile, mais aussi de comment aborder et utiliser le dessin de manière simple, comme un outil pour noter vos observations. Donc l'approche que nous avons vue est en 3 étapes. D'abord, noter ces observations à l'aide de mots, de dessins et de chiffres. Ensuite, se poser des questions pour aller plus loin, être plus curieux et faire de nouvelles découvertes. Et enfin, faire des liens en notant tout ce que nous rappellent les observations qu'on vient de faire. Que ce soit pour capturer le comportement des animaux, l'évolution d'une plante ou pour vous entraîner à être plus créatif, le nature journaling est un très bon moyen de se connecter à la nature et de découvrir la richesse du vivant autour de vous. Merci pour votre écoute, bonne découverte nature et à très vite!